On va commencer en parlant de votre relation avec le monde animal, avec les animaux. Est-ce que depuis longtemps ou pas, vous avez un lien avec le monde animal? Quelque chose, c'est un univers qui vous plaît, sur lequel vous avez, vous, des animaux ou autre, vous êtes sensible au monde animal? Oui, tout à fait. Franchement, j'ai envie de vous dire que ça fait un peu depuis toujours, je pense. C'est pas peut-être venu naturellement dans le sens où c'est aussi ma famille qui avait beaucoup d'animaux. Ma mère est cavalière, donc je pense que j'ai un petit peu baigné dans ça. Mais après, c'est des appétences qu'on développe plus ou moins. Et moi, c'est vraiment quand j'étais adolescente. En fait, je me rappelle, je voyais tout le temps les camions d'animaux passer sur la route, donc les animaux d'élevage, destination de l'abattoir. Et il y a un jour où j'ai dit stop. J'y arrive plus. Je pleure quand je vois les camions passer. Derrière, dans mon assiette, j'ai de la viande animale et il y avait un petit peu ce rapport un peu délicat. Et comme je faisais en plus des études de droit, je me suis dit tiens, autant relier tout ça, que ça ait une logique et une cohérence, quoi. Merci de faire le lien déjà, la transition, le sens avec effectivement votre investissement et votre engagement en faveur de la cause animale, mais aussi de la souffrance. Comment c'est arrivé votre première confrontation, on va dire professionnelle, en tant qu'avocate, avec cette souffrance animale? Je pense que la première vraie souffrance, je pense que c'est quand j'ai rejoint l'association Les 4 Patounes. Et on était, quoi que c'était peut-être un peu avant. Je vais vous donner juste effectivement ce cas-là, c'était en 2020 et c'est effectivement le chien de la présidente de l'association aujourd'hui où c'était en fait le premier dossier, c'était le dossier de Hancock dont on parle, qui était un chien qui a été maltraité. Et il y a une vidéo qui, en fait, c'était un des seuls cas où on a une vraie vidéo assez sérieuse où on voit une multitude de coups qui sont assénés à ce chien. Et on l'avait présenté aux juridictions et je pense que c'était un des tout premiers cas. Après, j'avais fait un stage en Master 2 dans une association de protection animale où j'avais effectivement aussi recueilli des dossiers pour faire des constitutions de partie civile et c'était des abandons de chiens en forêt. Donc je me rappelais un petit caniche et puis il y avait toutes les photos à l'appui du chien qu'on retrouve mort, etc. Le cadre de votre intervention, c'est quand vous êtes saisi au fond par une association ou par un particulier dans le cadre d'une défense ou de la partie civile, en l'occurrence à chaque fois, puisque c'est vous qui accompagnez les plaintes. Et comment ça se passe en fait globalement? Là, c'était pour une association, mais est-ce que ça peut être des particuliers aussi qui font? Alors tout à fait, alors, c'est vrai que pour répondre vraiment à la question, moi ce que j'aime bien dire c'est que le droit animalier c'est le droit qui entoure l'animal, donc c'est pas forcément que des cas de maltraitance animale, on a aussi beaucoup de choses, il y avait tout ce qui va autour du monde vétérinaire, des vices cachés équins, etc. Donc il y a, j'ai envie de vous dire, cette partie-là. Mais après dans la partie vraiment lutte contre la maltraitance animale, qui est aussi un de mes engagements, la représentation de l'animal en justice se fait à travers la personne qui porte sa voix. La personne qui porte sa voix, c'est effectivement, on a majoritairement des associations, mais on a aussi, comme vous le dites, des particuliers. Donc récemment, effectivement, j'ai eu un cas là où c'était un prévenu qui a tué le chien de son fils sur un balcon. Et dans ce cas-là, j'ai représenté du coup le fils qui était le propriétaire de l'animal. J'ai pas eu besoin de représenter une association puisque la victime directe était le propriétaire de l'animal. Donc voilà. Est-ce que dans les tribunaux aujourd'hui, on assiste à une augmentation de ces procédures, de ces cas? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut parler de recrudescence aujourd'hui. Alors, ce qu'il ne faut peut-être pas confondre, c'est qu'il y a des gens que j'entends autour de moi qui vont dire « Ah oui, mais il y a de plus en plus de maltraitance ». Alors, je ne pense pas qu'il y ait de plus en plus. Je ne suis pas spécialiste de la question en chiffres, mais c'est que comme ce sont des cas qui sont pris en considération et pris en compte par les juridictions maintenant, et que c'était des domaines qui n'étaient pas le cas, comme je vous l'ai dit sur le premier dossier là, de Hancock, je me rappelle que les juridictions étaient un peu étonnées, on était un peu en fin de journée, ils disaient tiens il y a un chien avec une histoire de chien, il y avait un furet dans une machine à laver, ça avait un peu fait sourire tout le monde, parce que je pense que c'était encore en 2020, etc. Aujourd'hui les cas sont, il y a des poursuites pour des cas d'abandon, il y a des gardes à vue pour des cas de sévices, c'est des infractions à part entière qui ne sont plus peut-être marginalisées, alors ça dépend encore des juridictions et des ressorts de juridiction, mais en tout cas c'est le cas. Parce que le droit a évolué, aussi au niveau de la police. On l'avait vu donc avec Céline Gardel, effectivement, des choses qui auparavant pouvaient ne susciter que de la réprobation. Aujourd'hui, c'est justiciable. Aujourd'hui, on a une évolution aussi du code pénal. Absolument. Il y a une évolution du code pénal. Alors, il y avait quand même des textes avant
ce qu'on appelle la réforme du 30 novembre 2021, qui est une loi qui a notamment augmenté l'échelle des peines, il y avait déjà des choses qui sont mises en place depuis 1982, qui étaient déjà présentes dans le code pénal, mais c'est simplement que c'était encore à la marge. Et je pense que la loi du 30 novembre 2021, plus l'engouement sociétal, on ne va pas se mentir, il faut aussi que la société réagisse, il y a de plus en plus de personnes qui réagissent aux vidéos qui sont diffusées sur la maltraitance animale, etc. Les gens se mobilisent, et donc je pense que forcément la réponse juridique est aussi adaptée à ça. Et donc du coup, maintenant, on va énormément poursuivre dans le cadre des sévices et actes de cruauté sur les animaux. Ça, c'est un des délits majeurs. Quelles sont les armes aujourd'hui pour un avocat pour justement bien accompagner les démarches, les preuves vidéo, les témoignages? Qu'est-ce qu'aujourd'hui fait vraiment la différence? Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Oui, vous avez raison. Alors ça, du coup, c'est pas forcément du ressort de l'avocat, mais effectivement, dans le cadre de la procédure, il faut qu'on ait des procédures qui soient béton, c'est-à-dire des vidéos, des photos, des identifications d'animaux. Ce qui manque énormément aujourd'hui, c'est les autopsies. Ce qui manque, j'ai envie de dire, non, les autopsies, mais les rapports vétérinaires. Aujourd'hui, le vétérinaire fait partie intégrante et intégrale de la preuve dans les cas de procédure, parce qu'aujourd'hui, on vous dit l'animal, il a souffert avant qu'on lui donne la mort. Si vous avez aucune trace, parce qu'on le sait, par exemple, un chien, il a des poils, on va pas forcément voir les brûlures en dessous. Donc, si on n'a pas aujourd'hui de certificat vétérinaire, on n'a pas de compte-rendu, l'avocat de la défense, il va vous plaider, du coup on est juste sur de la maltraitance, on n'est pas sur des sévices, on n'a pas de preuves. Donc ça, c'est vrai que c'est des éléments qui sont très importants, vétérinaires, les photos, les vidéos, les identifications des animaux aussi. Parce que j'ai eu un cas avec des coqs, combat de coqs, et il y avait eu une relaxe au tribunal parce que les coqs n'étaient pas identifiés, donc en fait on ne savait pas à qui ils appartenaient, donc comment vous les poursuivre si on ne sait pas à qui appartient l'animal? Donc il faut que les procédures soient extrêmement claires, quoi. Les témoins aussi sont importants. Pour le coup. Oui, alors tout à fait les témoins, parce que souvent c'est quand même des témoignages, on a beaucoup de voisinage, c'est beaucoup les voisins qui témoignent. Dans le milieu urbain, on est dans des milieux avec des balcons, avec une promiscuité entre les gens, et c'est les voisins qui entendent des cris, des coups, qui appellent, qui disent tiens c'est bizarre, moi je trouve que le chien en dessous il est squelettique, etc. Et c'est vraiment dans des cas comme ça, donc oui les témoignages, voisinage, membres de la famille. Moi c'était le cas d'une infirmière qui était intervenue au domicile d'une femme et qui avait vu des chatons dans des états catastrophiques. C'est ceux qui souvent sont un peu les lanceurs d'alerte, si je peux dire. Le droit animal, on va dire, on va l'appeler comme ça, ce n'est pas que la souffrance animale. On l'a dit tout à l'heure, vous intervenez aussi dans d'autres cadres. Absolument. Quels sont-ils? Alors, comme je dis, c'est ce qui entoure le monde de l'animal. Donc ça va être les ventes équines aussi. Donc des fois, on a des vices cachés sur des ventes équines. On achète un cheval qu'on pense être hongre, en réalité il est étalon. Il y a des éléments comme ça. Il y a tout ce qui est aussi vétérinaire. Des particuliers qui ont vu, alors ça peut être dans les deux sens, le particulier qui a vu une faute d'un professionnel vétérinaire et qui du coup a besoin d'une aide, d'un avocat, d'un conseil, mais également l'inverse aussi, un professionnel vétérinaire qui va avoir besoin. C'est également des élevages qui ont besoin de voir leur contrat mis en conformité avec la législation. On retrouve tous ces éléments et je pense qu'il y en a encore d'autres à découvrir, mais je pense qu'il y a une dimension un peu plus lointaine. Les associations aussi qui parfois ont des animaux exotiques, donc on se retrouve en marge avec du droit administratif et des conformités avec la DDPP, Direction départementale de la protection de la population. Aujourd'hui, le droit évolue concernant Est-ce qu'il y a encore il y a des progrès encore à faire en la matière? Oui, je pense qu'il y a des progrès à faire. Alors, je ne suis pas forcément pour la prolifération législative, c'est-à-dire rajouter du surplus, parce qu'on a déjà des armes. Mais par contre, ce qu'il faut aujourd'hui, moi j'ai tendance à dire qu'il y a un problème sur l'exécution aujourd'hui, notamment des peines. Donc une des peines qui est mise en place, c'est une des peines complémentaires depuis la loi du 30 novembre 2021, on a le stage de sensibilisation à la protection animale, mais on a aussi l'interdiction de détenir un animal. Donc on va dans la juridiction condamne une personne qui a été auteur de sévices sur les animaux et dit vous êtes condamné aujourd'hui, interdiction définitive de détenir un animal. Donc ça c'est mentionné dans le casier judiciaire, très bien, mais où est-ce que c'est mentionné ailleurs? Si je vais dans un élevage, si je vais à la SPA, ou dans une autre association, personne ne va me demander un relevé, un casier judiciaire sur la figure, on n'a pas de relevé, donc je pense qu'il y a une difficulté sur ça.
Et aujourd'hui, on travaille aussi sur un projet vis-à-vis des animaux qui se retrouvent seuls lorsque les maîtres sont placés dans des hospitalisations forcées, des accidents de la route, tout ce qui est en fait un petit peu mesure d'urgence avec un animal qui est du coup laissé seul. Donc il y a encore des zones en friche. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre le plus souvent, en fait, en matière de maltraitance animale ? Oui, c'est vrai que c'est une excellente question parce que moi je dis que, on dit toujours que le droit c'est un peu le miroir de la société, mais du coup la logique elle est que, notamment le droit pénal, la logique elle est que on est dans un milieu majoritairement urbain pour les poursuites notamment par les forces de l'ordre, enfin police, et donc du coup qui dit milieu urbain dit qu'on retrouve énormément de chiens-chats. C'est la grande majorité. Pour tout ce qui est effectivement animaux de rente, mais les vaches, les chevaux, etc. Moi j'ai encore eu très peu de cas. Alors aussi parce que ça sera des juridictions effectivement extérieures à Toulouse sur lesquelles on peut être appelé, mais qui restent un petit peu marginales. Aussi parce que pour dépêcher des forces de l'ordre sur place, constater, avoir des certificats vétérinaires et tout, c'est des procédures qui sont plus longues que pour un chien en ville. Donc une majorité, je pense, de chiens, de chats. J'ai pas encore trop eu de NAC, nouveaux animaux de compagnie, furets, lapins, mais ça existe aussi. Effectivement, c'est cette majorité-là. Dans le cadre, par exemple, de la maltraitance sur des chevaux que l'on constate, dont on est témoin, ce sont des choses sues, mais comment est-ce que l'on peut porter l'affaire devant une juridiction ? Comment est-ce que ça se passe ? Quelles sont les démarches à mettre en œuvre ? Alors, il y a le fait déjà la base pour pouvoir arriver devant une juridiction en matière pénale, c'est qu'il y a une poursuite. Qui dit poursuite dit qu'il faut que ce soit ou de la propre initiative du procureur de la République ou qu'il y ait un dépôt de plainte. Donc souvent, majoritairement, c'est un dépôt de plainte. Le dépôt de plainte, il faut que ce soit une personne qui soit concernée, mais souvent, du coup, on réalise ce qu'on appelle un signalement. Donc ça veut dire que ou ça serait vous, Michel, ou un voisin, ou une personne qui se sent concernée par ces faits-là, et qui du coup, alors généralement, on appelle. On appelle, donc là en l'occurrence c'est la gendarmerie, à Toulouse, donc ça serait le commissariat. On appelle, on se rend sur place. Si on a déjà des premières photos, en fait, il faut quand même avoir les éléments, photos, adresse, identité, et on indique, on dit il y a des faits qui ne sont pas normaux, et on les soumet. Et normalement, c'est le travail des forces de l'ordre, et c'est aussi tout l'objectif des formations qu'on fait. Ils doivent être formés à ce principe-là et dire que ça doit être absolument poursuivi. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des cas difficiles où on identifie qu'il y a un problème ? Je pense plus peut-être à la faune sauvage. Par exemple, si on prend l'exemple de l'ours, où on sait qu'il y a pu y avoir des soupçons sur des bêtes qu'on a retrouvées mortes. Comment est-ce que, et alors qu'il y a eu un classement sans suite, après, quelles sont les armes ? On a évoqué précédemment tout ce qui peut être fait, mais est-ce qu'il y a des cas plus difficiles sur lesquels l'action, pour la démarrer, on a bien compris qu'il faut un dépôt de plainte, qu'il faut des constatations, mais lorsqu'il y a de forts soupçons, est-ce que c'est une association qui peut se saisir ? Comment on va plus loin dans des affaires qui sont parfois très sensibles aussi ? En fait, moi, du coup, quand j'ai une question un peu difficile, j'essaie de raisonner avec ma logique juridique, parce que oui, effectivement, on a des cas très difficiles. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, si j'ai un classement sans suite, en fait, et que je ne suis pas d'accord avec cette décision, parce que je pense qu'il faut instruire plus loin, il y a d'autres éléments d'enquête à mener, ce que je vois, c'est ce qu'on appelle la constitution de partie civile, où on saisit le juge d'instruction. C'est-à-dire qu'à l'issue, après un classement sans suite, ou à l'issue d'un délai de 3 mois sans réponse du procureur de la République, on peut saisir un juge d'instruction, ce qu'on appelle une constitution de partie civile, en disant moi je ne suis pas d'accord avec la décision de clôture, en fait, de classement des poursuites, je veux qu'on aille plus loin. Donc dans un cas de faune sauvage, des cas très sensibles, très médiatisés, moi c'est comme ça que je verrai la solution. Après, dans des cas plus, plus simples, en périphérie urbaine, là c'est compliqué parce qu'aller saisir un juge d'instruction qui est quand même saisi d'affaires délictuelles et criminelles importantes, pour des cas qu'on va juger comme étant trop faibles, là encore, il y a peu de voies de recours. Sur des questions difficiles, est-ce que ce n'est pas aussi le rôle de la société de s'en emparer pour faire que, du coup, le juridique et les institutions aussi y répondent ? Alors là où je suis complètement d'accord, c'est qu'on sait que le pouvoir des médias, il est extrêmement fort, dans le sens où si on décide de s'emparer d'un cas, qui est un seul cas parmi tant d'autres, mais qui du coup portait plus en amont sur un sujet populaire, et qu'il attire une certaine opinion, forcément que ça va être suivi des faits. Alors j'ai pas forcément là de cas de sauvages, etc. Par contre, oui, je sais qu'à Toulouse, je sais que l'année dernière,
ou il y a 2 ans, il y a eu l'abandon d'un chien devant la SPA, c'est-à-dire qu'il l'avait vraiment attaché à une laisse. Il est mort au bout de 24 heures sous 45 degrés. Et je sais que c'est un cas qui a été énormément diffusé à Toulouse. Et il y a eu une peine qui était relativement exemplaire devant les juridictions en suivant. Et il y a eu presque un discours du président de l'audience qui était aussi assez fort. Alors quand ces audiences en général, ça passe très vite. Donc oui, parce que je pense que c'était un cas qui était médiatisé. Donc le fait que la société effectivement s'en empare et au travers de la société, les médias, etc., c'est un élément. Mais c'est difficile de générer spontanément ce genre de choses. Alors c'est les associations qui peuvent, c'est contacter la presse, etc. On est toujours dans l'alerte. Voilà, bien sûr. Après, des fois, vous avez, on a énormément entendu parler de l'affaire des chevaux mutilés. Pourquoi ? Parce que le cheval, c'est quand même un animal qui est hybride dans le sens où il est à la limite, il est beaucoup animal de compagnie pour beaucoup de cavaliers, mais il est aussi encore un petit peu animal de rente parce qu'il reste encore abattu pour nourrir. Donc là, vraiment, il y a eu cet engouement, cette réaction à tous ces chevaux mutilés partout en France. Je me rappelle que ça avait justement permis peut-être de porter aussi en avant plusieurs dossiers. Donc là, c'était assez spontané aussi. Parfois, dans le process d'alerte, où le public peut être inhibé de se dire je vais signaler et ensuite on va demander le conseil d'un avocat ou le concours d'un avocat. Est-ce qu'il y a un coût important à faire appel à un avocat dans une procédure en faveur d'un animal ? Pour être très transparente avec vous, le droit animalier, c'est un droit qui est quand même pas un droit lucratif. C'est pas du tout faire du droit des sociétés, c'est pas du fiscal, c'est pas du civil pur et dur. Donc moi personnellement, j'interviens pour l'instant pour l'association Les 4 Patounes de manière bénévole. Voilà, je le dis de manière honnête. Les associations, ce qu'elles vont avoir parfois, c'est droit à l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est une aide qui est accordée par l'État pour les victimes ou les prévenus, les auteurs d'infractions, sous condition de ressources. Donc les associations ont parfois droit, lorsqu'elles sont dans les premières années d'existence, ou tout simplement ce sont des associations à but non lucratif, donc qui n'ont pas de rentrée de finances, l'aide juridictionnelle qui permettra à l'avocat d'être rémunéré, c'est quand même des honoraires qui sont très faibles, mais qui aura ça. Après, il y a d'autres associations ou particuliers, tout simplement, qui saisiront un avocat qui est libre d'établir ses honoraires. Les coûts sont quand même pas exorbitants. C'est souvent une audience, c'est des consultations. Il y a la saisine d'un huissier pour faire exécuter l'acte. La justice en France est un service public, donc il n'y a pas réellement de droit de procédure. Donc j'ai envie de vous dire que pour obtenir justice, on n'est pas sur des coûts qui sont démesurés, notamment comparés à d'autres pays. On en vient peut-être aussi à votre présence et à votre action dans l'association. Qu'est-ce que vous y faites dans l'association Les 4 Patounes ? Alors l'association Les 4 Patounes, je suis son conseil essentiellement. Donc ça signifie qu'il y a plusieurs tableaux sur le volet, on va dire, animalier pur et dur. C'est les constitutions de partie civile devant les juridictions. Donc effectivement, comme vous venez de l'indiquer, souvent les particuliers sont un peu démunis, donc ils ne savent pas trop quoi faire, ils n'osent pas trop appeler les policiers eux-mêmes. Voilà. Donc ils passent par le biais d'une association qui, elle, se charge du relais de ces signalements, etc. Donc ça veut dire que derrière, nous, on peut se constituer partie civile, on peut intervenir devant les juridictions pour solliciter des dommages et intérêts et de solliciter la condamnation de la personne. Donc moi, j'interviens sur ce processus-là. En amont, des conclusions de partie civile, le jour J, la défense à l'audience, normalement l'exécution des jugements si nécessaire. Et après, derrière, au sein de l'association, nous, on a tout un volet de formation très important, sur lequel on forme les forces de l'ordre et également pompiers et acteurs de ce monde animal. Donc il y a le volet formation qui est important. Demain, on est justement à Aix-en-Provence pour une formation. Et ensuite, je peux gérer les statuts ou toute demande du juridique de l'association. La question finale, qui est un peu une question gimmick qu'on pose à toutes les personnes, membres d'associations, experts, préfets, policiers. Est-ce que vous avez un animal préféré ou un animal totem ? Non, j'ai pas d'animal préféré ou d'animal totem. Je n'en ai pas parce que moi j'ai un chaton, que j'ai récupéré dans la rue, que j'adore. Je pourrais pas, honnêtement, j'aimerais avoir des animaux. Hein. J'aimerais avoir un singe, j'aimerais des animaux qu'on ne peut pas vraiment avoir. Voilà. J'aimerais un chien, mais je suis en appartement, donc je veux pas qu'il ait une vie pourrie. Donc du coup, je n'en ai pas. Donc non, je mets sur la même égalité tous les animaux.